Histoire de Quiébois, soldat *** du même auteur. Drôle de bête. La boîte à Jojo. Ballet pour enfants, musique de Claude Debussy. Les belles histoires que voilà. Alphabet de la Grande Guerre. Le livre des heures héroïques et douloureuses. Images de la guerre. Table des matières. Image plus grande. Quiébois, soldat de bois, naquit un jour, comme tous les jouets de bois, d'un morceau de sapin tourné. Il fut soldat français parce que le hasard avait placé à côté de l'ouvrier qui était chargé de l'enluminer, un pot de bleu et un pot de rouge. Image plus grande. Il aurait pu tout aussi bien être soldat anglais, si le pot de couleur bleue avait été plus loin, il aurait été russe si le pot de couleur verte avait été plus près, il aurait même pu être nègre, si, lorsque vint son tour d'être peint, il n'était resté dans l'atelier qu'un peu de noir au fond d'un godet. Image plus grande. La main de l'ouvrier qui esquissa naïvement les traits de son visage tremblait un peu. Voilà pourquoi Quiébois eut le nez de travers, sa bouche ne fut pas non plus dans le prolongement exact de son nez, ainsi que le veulent les règles de l'esthétique, mais ses yeux noirs, bien d'aplomb, regardaient franchement en face d'eux, sans peur ni forfanterie. Lorsque sa tunique bleue fut sèche, on lui colla un bras de bois de chaque côté du corps, on lui colla ensuite un fusil jaune le long du bras droit, un sac brun sur le dos, un pompon rouge sur son shako et, sous les pieds, en guise de godillot, une large et confortable rondelle verte, au centre de laquelle il se tint bien campé, prêt à recevoir victorieusement tous les chocs. Image plus grande. Comme Quiébois avait une tête et un corps en bois, il était naturellement enclin à l'obéissance et peu sensible à la douleur. Il ne se plaignit donc pas lorsqu'un jour il fut mis dans une boîte garnie de mousse et de fragments de vieux journaux en compagnie d'une douzaine d'autres soldats, d'un tambour, d'un canon, d'un capitaine, d'un porte-drapeau et de 6 arbres fraîchement vernis dont l'odeur portait quelque peu à la tête. Image plus grande. Allongé dans sa boîte, Quiébois regardait devant lui. Il voyait, sur les planchettes dont l'atelier était garni, un grand nombre de maisons, d'arbres, de moutons, de vaches, de chevaux, de canards, d'oies, de poules, de bergers et de bergères qui séchaient en attendant d'être mis en boîte à leur tour. Il voyait surtout, juste en face de lui, une petite bergère à la jupe verte et au corsage rose dont les yeux étaient obstinément fixés sur les siens. Quiébois et la bergère se regardèrent donc pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'on vint les en empêcher en mettant un couvercle sur la boîte où se trouvait le petit soldat. Sans savoir pourquoi, Quiébois se sentit le cœur tout gros. Comme il faisait noir et que personne ne pouvait le voir, il se mit à pleurer en pensant à la bergère rose et verte qu'il ne reverrait peut-être plus jamais. Image plus grande. La boîte dans laquelle se trouvait Quiébois fut mise dans un coin de l'atelier, à côté d'autres boîtes semblables. Image plus grande. Quelques jours après tout cela, il y eut un grand remue-ménage dans la fabrique. Quiébois entendit des pas pressés, des voix, des cris, il lui sembla que les moutons bêlaient tristement, que les chevaux hennisseillaient, il crut, au milieu de tous ces bruits, distinguer les sanglots étouffés de la bergère rose et verte. Mais sa boîte fut brusquement soulevée et elle retomba plus loin avec fracas. Il entendit ensuite des pas de chevaux, des roulements de camions, des chocs de plaques tournantes et des coups de sifflet stridents. Il comprit qu'il était dans un train, car il avait déjà vu des chemins de fer en bois, et qu'il roulait vers quelque destination inconnue. Puis il s'endormit. Image plus grande. Tout au fond de la boîte, à travers l'épaisseur de la nuit dans laquelle il se trouvait, Quiébois vit un grand trou noir au fond duquel apparaissait, très petit, très lointain, vaguement teinté de vert, de rose et de gris, un petit village aux maisons de bois, tout pareil à ceux qu'il avait vus sur les étagères de l'atelier. Puis une lumière blonde naissait doucement. Un gros papillon noir taché de jaune et de violet s'estompait, se précisait, se transformait, il se teintait de rouge, se colorait de bleu, se nuançait de vert.
Et Kiebois reconnaissait les pots de couleur à côté desquels il était venu au monde. Brusquement le paysage s'illuminait, de l'or tombait du ciel, s'accrochait au toit des maisons, s'épandait sur les toisons blanches des moutons, les chevaux galopaient, les vaches s'en allaient au champ, devant le portail de la ferme aux volets verts, la petite bergère verte et rose donnait à manger aux poulets et aux dindons. Image plus grande là-bas, une poule qui venait de pondre le disait gaiement à tous les gens de la ferme, son cri montait toujours, il devenait de plus en plus aigu, de plus en plus perçant, si bien qu'il réveilla le petit soldat. Kiebois ouvrit les yeux. À côté de sa boîte grande ouverte, un phonographe martial nasillait une marche militaire de toute la force de ses disques. Kiebois distingua aussi des lumières, des couleurs, des personnes. Il vit alors qu'il n'était plus en chemin de fer et il s'aperçut que, pendant son sommeil, il avait été transporté dans le rayon des jouets d'un grand magasin. Image plus grande tout à côté de Kiebois, un arbre écrasait la poitrine du capitaine, un fusil menaçant était prêt à crever le tambour et 5 ou 6 de ses camarades étouffaient à qui mieux parce qu'il était couché à plat ventre, le nez dans la mousse. Kiebois avait la chance d'avoir la tête appuyée sur le bord de la boîte, il pouvait ainsi respirer librement et voir ce qui se passait autour de lui. Tandis que le phonographe qui l'avait réveillé continuait sa musique, des chemins de fer à mécanique roulaient bruyamment sur les tables voisines, des poupées glapissaillaient, PPPA. Kiebois voyait encore des mâts de navires, tandis qu'au-dessus de sa tête, des aéroplanes se poursuivaient sans pouvoir jamais se rattraper. Enfin des gens allaient et venaient. Comme il regardait tout le bord de la boîte, à l'endroit même où Kiebois appuyait la tête, le petit soldat crut que les visiteurs étaient séduits par sa bonne mine et sa gentillesse, il redressa le torse et bomba avantageusement la poitrine, songeant à des succès inespérés, il oublia même, l'ingrat, que, là-bas, il ne savait où, une petite bergère verte et rose pleurait peut-être en pensant à lui. Mais il fut bien puni de sa vanité lorsque, penchant la tête, il vit, au-dessous de lui, collée sur la boîte, une étiquette portant un prix. Il comprit alors que cette étiquette, bien plus tôt que sa personne, attirait l'attention des clients qui passaient, calculant le montant de leurs achats. Malgré tout le brouhaha qui se faisait dans tout le magasin, Kiebois regarda attentivement les petits jouets au milieu desquels il se trouvait. Image plus grande près de lui, à côté d'une bergerie aux moutons frisés, un cortège de bêtes aux formes bizarres sortait d'une arche de Noé. Des manèges de chevaux de bois, aux cavaliers de toutes les couleurs, tournaient au son de leur boîte à musique, et des pantins, en costume d'arlequin, réjouissaient les passants de leurs contorsions plus comiques les unes que les autres. Image plus grande des oiseaux chantaient dans leurs cages. Des marins ramaient dans leurs bateaux. Et toute une ribambelle de petites poupées à un sou dansaient toujours sur leurs 4 crins, infatigables. Image plus grande les jouets d'un prix élevé étaient groupés au fond du magasin, ils formaient un aristocratique rayon, aussi lointain du modeste petit soldat de bois que peut l'être, d'un simple piou-piou, le palais d'un roi ou d'un empereur. Image plus grande Kiebois contemplait ce rayon avec de grands yeux écarquillés. Il frissonna d'admiration en pensant qu'il y avait là des jouets si chers qu'il aurait fallu 10 ou 20 000 soldats comme lui pour pouvoir les payer, des automates, fiers de leur grande popularité, qui jouaient de la mandoline et buvaient du sirop, des jouets scientifiques, des bateaux à vapeur, des sous-marins, des locomotives, des ballons dirigeables et des aéroplanes. Image plus grande il y avait là des animaux en étoffe, des ânes gris qui hochaient tristement la tête, se souvenant de l'injuste et lointaine tradition qui les condamne à rester pour toujours le symbole de l'ignorance et de la paresse, image plus grande de gros éléphants bons enfants, que leur réputation d'animaux pas méchants rendait propres à subir toutes les mystifications de leurs compagnons les singes, des canards de toutes les couleurs, des lions, des vaches, des tigres, des ours et des chameaux.
Il y avait aussi des chauffeurs cossus et de riches automobilistes. Leurs voitures étaient lancées à toute allure sur de grandes tables, mais, hélas, leurs pauvres têtes de porcelaine étaient à la merci d'un caillou qui se trouvait là, d'un chien mécanique qui passait devant eux, d'un virage mal pris. Et ces rois de la route risquaient à tout moment de se briser en mille miettes au pied même de la table sur laquelle ils accomplissaient leurs exploits, terrorisant tous les autres jouets. Image plus grande plus loin, de haute et superbe qui semblait défier tout le monde. Mais, au moindre coup de boule, elles tombaient par terre, heurtant durement le sol de leur nez camard et ne se relevaient plus. Il y avait des soldats de plomb, images plus grandes musiciens aux instruments de cuivre, fantassins aux pantalons garance, tambours, porte-drapeaux. Chasseurs à cheval aux tuniques bleues de ciel. Dragons au casque d'argent. Turcos aux chéchias rouges, zouaves au turban blanc. Images plus grandes généraux et officiers de toutes sortes, aux brillants uniformes, aux aiguillettes d'or, aux multiples décorations. Artilleurs aux sombres costumes. Spies aux burnous flottants. Images plus grandes fourgons régimentaires, parcs d'artillerie, voitures d'ambulance. Il y avait enfin de monstrueux canons à air comprimé, jetant plusieurs projectiles à la seconde. Kiebois les regarda sans effroi. Il ne savait pas encore que les soldats de bois, comme les autres, sont quelquefois obligés d'aller à la guerre et de prendre part à de terribles combats à la fin desquels les canons, seuls, restent debout. Image plus grande enfin, un jour, une dame vint au magasin et emporta la boîte dans laquelle se trouvait Kiebois. Ce fut avec une grande joie qu'il quitta le magasin, les phonographes l'assourdissaient, les lumières l'éblouissaient, la poussière lui donnait des nausées et le froid de la nuit des rhumatismes. De plus, l'humidité le faisait un peu enfler, tout comme ces tiroirs de bois qu'on ne peut plus fermer ni ouvrir lorsque le temps est à la pluie. La dame emporta la boîte chez elle, puis la mit dans une armoire au fond de laquelle d'autres jouets se trouvaient déjà. Kiebois retrouva ainsi le calme et la chaleur dont il avait été privé depuis son arrivée à la ville. De temps en temps, la dame sortait soigneusement les jouets de leur boîte, elle regardait si toutes les petites pièces dont ils sont composés étaient bien à leur place, il fallait parfois changer le crin cassé d'une poupée qui avait trop dansé, ou donner un nouveau fusil, fait d'un morceau d'allumette, à un soldat qui avait perdu le sien. Certains jouets n'avaient plus ni bras ni jambes, la bonne dame leur en donnait de tout neuf, qu'elle taillait elle-même dans de petites planchettes, puis elle prenait soigneusement ces pauvres éclopés et leur faisait passer la nuit au coin du feu afin que la colle sèche bien et qu'il ait, dès le lendemain, des membres assez solides pour que rien ne puisse plus les faire bouger. Image plus grande, il faut dire que pendant la nuit, à l'heure où tout le monde dort profondément, les jouets ne sont plus les petits objets dénués de mouvement et de pensée que nous voyons pendant le jour. Ils vivent, au contraire, comme de véritables petits hommes, ils vont d'une boîte à l'autre, causent entre eux, et les événements qui se passent dans notre monde font souvent l'objet de leur conversation. Mais le moindre regard qui se pose sur eux leur fait reprendre immédiatement leur apparence inanimée de bois, de métal ou de carton. Aussi jamais personne n'a-t-il pu les voir remuer. Mais ceux qui savent comprendre leur langage entendent quelquefois, derrière une porte, les histoires qu'ils racontent. Un soir donc, un tambour, auquel il avait fallu recoller une baguette, parlait, au coin du feu devant lequel il séchait, à une marchande en porcelaine qu'il avait fallu fixer plus solidement au brancard de sa voiture d'orange et qui, pour cette raison, occupait l'autre coin de la cheminée. En ce temps-là, disait le tambour, les hommes vivaient heureux. Tandis que les soldats, mes camarades, faisaient l'exercice devant leur fort, les petites bergères menaient paître les vaches et les moutons sur l'herbe verte des prairies. Elles treyaient leurs vaches et le bon lait écumeux coulait dans les seaux de cuivre.
De belles dames, bien coiffées et bien habillées, venaient dans les fermes, elles achetaient le lait et le faisaient boire à leurs bébés qui conservaient ainsi leur bonne mine et leurs joues fraîches et roses. Les hommes fauchaient, moissonnaient. Tout le long de ce pays, les chemins de fer transportaient sans cesse des voyageurs qui s'en allaient çà et là, les uns pour leur plaisir, les autres pour leurs affaires. Les automobiles sillonnaient les routes, et toutes les usines étaient en action, tissant, tournant, forgeant et découpant sans arrêt. Or, voici qu'un soir d'été, en 1914, un tambour battit dans un village, d'autres tambours lui répondirent, les cloches des petites églises sonnèrent à toute volée, tous les habitants des villes, des villages et des fermes accoururent sur les places publiques et ils apprirent avec consternation que la guerre venait d'être déclarée à nos soldats aux pantalons rouges par les soldats de la nation voisine, qui étaient vêtus de gris. Le tambour roulait toujours et des soldats venaient de tous les côtés, les uns étaient de très jeunes gens, forts et robustes, d'autres étaient plus âgés. Jeunes et vieux partaient tous, pleins d'ardeur et de vaillance, au secours de leurs pays envahis. Pendant que les soldats se rassemblaient, les bergers et les bergères faisaient rentrer leurs troupeaux dans les étables, les belles dames bien habillées se cachaient avec leurs bébés tout au fond de leurs boîtes ou préparaient de la charpie pour les blessés, et, déjà, sur terre et sur mer, dans les plaines et sur les montagnes, les fusils partaient, les canons tonnaient, coulant des bateaux, abattant des bataillons entiers de soldats. Des fermes étaient en feu, des villages entiers croulaient sous le choc des obus, les soldats gris étaient sans nombre, mais d'autres soldats arrivaient sans cesse pour lutter contre eux, les uns vêtus de brun ou de vert, les autres coiffés de hauts turbans, et des blancs et des nègres, et toute une armée qui venait de bien au-delà des mers, et de hardis cavaliers qui chargeaient sans répit, sans trêve, jusqu'au moment où les soldats gris, harcelés de tous côtés, vaincus, s'enfuyaient en déroute. Déjà les belles dames et les bébés brandissaient des drapeaux de toutes les couleurs. Revenus enfin au pays qu'ils avaient délivré de l'ennemi, les soldats embrassaient leurs femmes et leurs enfants, reprenaient avec joie leurs pacifiques travaux, et tous les gens, fermiers, belles dames, ouvriers, voyageurs, bergers, disaient avec satisfaction, la paix est faite, la paix est faite. Point. Et pourtant, des femmes qui avaient perdu leur fils ou leur mari pleuraient encore, des enfants étaient vêtus de noir, des infirmes passaient sans bras, ou sans jambes, ou sans yeux pour voir la lumière du soleil. Année de tuerie. Année de massacre. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Pourquoi? Un léger craquement se fit entendre à ce moment du côté de la porte. Le tambour ne parlait déjà plus. La marchande n'entendait plus. Quelques jours se passèrent. Puis, un soir, la dame prit délicatement par la taille Quiébois et ses camarades et les mit en rang sur le parquet. Ils étaient alignés comme à la revue ou à la parade. Et ils avaient bien froid, car, ce soir-là, il n'y avait pas de feu dans la cheminée. Devant eux un grand arbre vert paraissait sortir du plancher, et tandis que ses plus basses branches touchaient le sol, les plus hautes montaient jusqu'au plafond. Image plus grande, la dame s'en alla et la chambre resta plongée dans l'obscurité. Alors, dans l'arbre, une petite lumière s'alluma. Puis une autre. Puis d'autres encore, et bientôt ce fut une illumination complète. Comme il faisait chaud, maintenant. Image plus grande au loin, des musiques se faisaient entendre, de doux airs de harpe et de violon. Et voici que, du fond de la cheminée, des soldats de plomb débouchèrent. Précédés de joyeuses fanfares, ils défilèrent devant l'arbre et se lancèrent à l'assaut de ses plus basses branches sur lesquelles ils s'installèrent. Par terre, une glace entourée de mousse semblait être un étang limpide dans lequel se reflétaient les lumières. Sur ce lac un grand voilier était à l'ancre et des petits bateaux allaient et venaient autour de lui. Un troupeau de vaches entrait maintenant, tandis que les bergers jouaient de la musette, les vaches avançaient lentement et venaient se ranger au bord de l'étang.
Image plus grande. Un petit ours accourut en trottinant, il secoua la cendre qui s'était attachée à ses pattes et grimpa lestement tout en haut de l'arbre. Image plus grande. Sur les branches du sapin et au travers de la chambre, des fils d'or et d'argent scintillaient, de grosses boules, les unes de métal jaune les autres de métal blanc, ressemblaient à des bouquets de soleil ou à des guirlandes de lune. D'autres jouets sortaient encore de la cheminée. Image plus grande. Des pantins bariolés sautaient adroitement sur le coin des meubles et s'y asseyaient sans façon, une locomotive suivie de ses wagons bondissait à travers les rameaux de l'arbre et s'y accrochait. Une église, de petites maisons, arrivaient en sautillant, des poules, des oies, des canards les suivaient, un éléphant marchait pesamment en avant des bêtes de la ménagerie et une pièce d'artillerie entrait avec fracas, au grand galop de ses chevaux blancs. Image plus grande. Au son du chalumeau, des bergers et des bergères menaient leurs troupeaux de moutons enrubannés. Alors Qui-est-Bois sentit battre bien fort son petit cœur de bois, devant lui, timide et rougissante, la petite bergère rose et verte était arrêtée et lui souriait gentiment. Un bruit d'ailes se fit entendre dans la cheminée, les musiques se turent, les lumières s'éteignirent. Dans la ville, les cloches sonnaient à toute volée et de fraîches voix d'enfants disaient « Noël, Noël, joyeux Noël. Merry Christmas. » La porte s'ouvrit. Des têtes blondes et des têtes brunes d'enfants apparurent. Tous ces petits regardaient avec admiration l'arbre de Noël et les jouets qui l'entouraient. Pris d'un grand respect pour un si beau spectacle, ils n'osaient pénétrer dans la chambre, mais la dame vint et ils la suivirent à petits pas. Image plus grande. Quand ils eurent contemplé tout ce qu'il y avait sur le plancher et dans l'arbre, la dame leur distribua les jouets. Un petit garçon blond eut les soldats de bois, s'assurut la bergère rose et verte, les bergers, les moutons, la bergerie et tout un village. Les soldats de plomb furent donnés à un autre garçon brun, qui, très fier du cadeau qu'il avait reçu, s'en alla bien vite en poussant de grands cris de joie. Image plus grande. Car les petits enfants préfèrent souvent les soldats de plomb aux soldats de bois. Les attitudes martiales et variées de ces hommes et de ces chevaux de métal, la précision des détails des harnachements et des uniformes séduisent tous ceux qui, comme les petits enfants, ne voient dans la guerre qu'une suite de jolis tableaux militaires, abondant en épisodes pittoresques et en situations théâtrales, à la façon des batailles d'autrefois. Les soldats de bois ne sont pas avantageux, mais ils ne savent pas ployer, mais ils sont rustiques et redoutables. Ceux-là, petits, maigres, basanés, ont été taillés dans du bois d'olivier ou d'amandier et viennent de Provence. Ces grands gaillards, forts et bien portants, à la figure violemment enluminée, qui chantent fort dans les marches, boivent ferme dans les haltes et tapent dur dans les combats, viennent des régions du centre et sont faits d'orme ou de peuplier. D'autres viennent de Corse et sont en chêne vert. Il y a des Auvergnats en châtaignier, des Vendéens en bouleau, des Parisiens en platane et en marronnier. Voici des Normands en hêtre, des Bretons en frêne, et voici de jeunes gars aux yeux bleus qui sont en sapin des Vosges. Les soldats de bois ne sont pas avantageux, mais ils savent tenir la tranchée et fixer l'ennemi. Et dans leurs fibres coule encore la bonne sève qu'ils ont puisée dans le sol des forêts de France. Image plus grande. Le lendemain du jour de Noël, Qui-est-Bois se retrouva dans une armoire. On racontait dans la maison que le petit garçon avait mangé trop de friandises, qu'il était malade et qu'on le privait de ses jouets pour le punir de sa gourmandise. Qui-est-Bois s'ennuya bien pendant quelques jours. Il aurait voulu voir la maison dans laquelle il allait vivre désormais et en connaître les habitants. Il se demandait pourquoi il était injustement condamné à demeurer enfermé dans une armoire parce qu'un petit garçon n'avait pas été raisonnable. Et, pour comble de malheur, il entendait, tout près de lui, la petite fille qui jouait avec la bergerie, les moutons et la bergère rose et verte. Aussi se trouvait-il bien malheureux. Mais enfin le petit garçon guérit et on lui rendit ses soldats.
Image plus grande Kiebois fit l'exercice sur une table, à la lueur d'une grosse lampe, il défila, avec les autres soldats, sur 2 rangs, sur 4 rangs, il monta la garde au sommet d'un fort, il vit, de l'autre côté de la table, la bergère et ses moutons. Les péripéties de la manœuvre le conduisirent même, à un certain moment, tout près de sa petite amie, mais, brusquement, il vit disparaître moutons, bergère et bergerie. Lui-même se retrouva, après un grand choc, au fond de sa boîte, se heurtant avec ses camarades. Il était l'heure de dîner. Et on venait de débarrasser la table. Image plus grande quelques jours après cette première sortie, les soldats de bois furent tout rangés sur un fort. Devant eux, l'armée des soldats de plomb, que le petit garçon brun avait apporté pour jouer à la bataille, occupait l'autre côté de la table. Une partie de cette armée se dissimulait derrière une rangée d'arbres verts, la cavalerie s'était mise à l'abri dans un village au milieu duquel se trouvait un canon gris et les petits pois qui servaient de projectiles. La mitraille pleuvait dru sur le fort, et les soldats de bois, mal abrités, tombaient avec fracas. Mais, au pied du fort, un gros canon jaune ripostait fermé, à chaque coup, des files entières de soldats de plomb s'abattaient sur la table. Au plus fort de la bataille, Kiebois fut envoyé au renseignement. Image plus grande attachée à un gros ballon rouge, il monta jusqu'au plafond. Lorsqu'il fut arrivé là-haut, il ne vit plus, au-dessous de lui, que de petites taches de toutes les couleurs. Mais, bientôt, il put distinguer ce qui se passait en bas. Il y avait encore, dans le camp adverse, beaucoup de soldats et beaucoup de petits pois. Et, là-bas, tout au bout, à l'angle de la table, un général et son état-major se tenaient hors de la portée du canon du fort. Alors, du côté de l'armée des soldats de plomb, un aéroplane prit son vol au moment même où Kiebois commençait sa descente. Attaché à la suspension, l'oiseau blanc décrivait de grands cercles au-dessus de la table, le ballon continuait toujours sa descente, le choc était inévitable. Patatras. Entraîné, déchiré par les ailes de l'avion, l'aérostat se dégonfla aussitôt, s'affala, et Kiebois tomba sur un arbre. Mais que se passe-t-il ? Voici que l'arbre oscille sur sa base et s'écroule en faisant tomber d'autres arbres, que ces autres arbres écrasent l'infanterie, l'artillerie et entraînent dans leur chute une maison qui jette l'église par terre, que l'église renverse à son tour les cavaliers qui s'abritaient derrière elle et que son clocher s'abat sur le général et son état-major d'officiers, n'en laissant pas un seul debout. Image plus grande, il ne restait plus rien maintenant, absolument rien, de l'armée des soldats de plomb, plus rien que l'aviateur sur son avion, qui se balançait stupidement, au bout de sa ficelle, devant ses troupes anéanties. Les soldats de bois avaient gagné la bataille, les soldats de plomb, honteux, s'en allèrent pour toujours. Image plus grande ainsi, le sort des armées dépend quelquefois d'un incident futile, une pluie qui tombe, un pont qui s'écroule, un convoi qui arrive en retard peuvent faire perdre ou gagner une bataille. Les soldats de bois fêtèrent la victoire qu'ils avaient remportée sur les soldats de plomb. Les rues et les maisons du village furent pavoisées, il y eut une grande revue passée par le général de Bois et un grand défilé auquel assistèrent tous les habitants de la ville, des campagnes, des fermes et des bergeries. Et le soir venu, Kiebois s'endormit avec délice sur sa litière de mousse et de copeaux fins. Image plus grande parfois, les soldats de bois du petit garçon voisinaient, sur la table, avec la bergerie de la petite fille et Kiebois bavardait avec les bergers. Or, il reconnut, un jour, un de ces derniers. Natifs du même sapin, ils avaient été tournés le même jour. Image plus grande, si le berger n'était pas soldat, comme Kiebois, c'est parce qu'au moment où il aurait fallu l'armer, il ne restait plus, dans l'atelier, un seul bout de bois assez long pour en faire un fusil, les petits morceaux qui traînaient encore sur les établis étaient tout au plus bons à faire des triques de berger ou des sabres d'officier.
Il aurait été officier si le petit morceau de bois qu'on lui colla au bras avait eu la pointe en l'air, il fut berger parce que la pointe de ce morceau de bois avait été, au contraire, mise en bas. Mais il était satisfait de son sort et il n'enviait personne. Quiéboise et le berger parlèrent ensemble des anciens camarades qu'il avait retrouvés dans le grand magasin. Image plus grande, un grand beau garçon, qui avait été taillé dans le cœur même de l'arbre, avait été mis dans une boîte de soldats de luxe et il était parti un jour pour l'Amérique en compagnie de poupées richement habillées et de coûteuses voitures automobiles. Un autre était marin sur un cuirassé en bois, un autre était acteur dans un théâtre de marionnettes, et puis, il y en avait un, qui avait mal tourné, il était devenu pion dans un jeu d'échecs, avait été peint en noir et passait depuis pour être en ébène. Image plus grande, un petit maigriot, qui avait été taillé dans une branche morte, était, lui aussi, soldat, mais il avait la taille si fine et il était si fragile qu'il n'avait même pas pu arriver jusqu'au magasin et qu'il s'était cassé en deux pendant le voyage. Mais, depuis longtemps, on n'avait plus de nouvelles d'aucun d'eux. Et on allait bientôt les oublier. Image plus grande depuis que les soldats de plomb étaient retournés chez eux, les soldats de bois ne faisaient plus la guerre. Sur la table, paisible désormais, ils voyageaient souvent en chemin de fer, parfois, le train, lancé trop fort, ne s'arrêtait pas au bord de la table et il tombait avec ses voyageurs sur le parquet, mais tout le monde se relevait sans mal. Il passait aussi, en rang serré, sur des ponts de pierre ou de bois, quelquefois, un de ces ponts, mal construits, s'écroulait et les ensevelissait sous ses décombres. Image plus grande, mais il s'en tirait encore sans dommage. Au bord d'une cuvette pleine d'eau, il s'embarquait sur de petits bateaux et faisait de dangereuses traversées, le plus souvent suivies de naufrages, mais, heureusement, les soldats de bois flottent, aussi toutes les pertes se bornaient elles à quelques bras ou quelques fusils décollés qui étaient remis en place le lendemain. Image plus grande, mais, un soir après le dîner, la guerre civile déchaîna ses horreurs sur la table familiale. N'ayant plus de soldats de plomb à abattre, le petit garçon, voulant se servir de son canon, se mit à tirer sur la bergerie et sur le village. Les pauvres moutons, frappés par des petits pois ou des boulettes de mie de pain, tombaient les quatre pattes en l'air, les petites cabanes à roulettes, dans lesquelles s'abritent les bergers, les maisons, les arbres, tout était renversé. Quiéboise entendit la petite fille qui pleurait, puis une grosse voix ordonna aux enfants d'aller se coucher tout de suite. Et la lampe s'éteignit. Image plus grande, les soldats, les moutons, les bergers et la bergère restèrent donc pêle-mêle sur la table. Au bout d'un instant, quand les jouets furent bien sûrs qu'il était seul et que personne ne pouvait les voir, ils se hasardèrent à faire un pas ou deux en avant, un rayon de lune, qui entrait par la fenêtre, éclairait d'une lueur blafarde les ruines du village et de la bergerie. Image plus grande, mais, déjà, les bergers étaient revenus, les uns, aidés des soldats, remettaient les maisons debout pendant que les autres ramassaient les moutons. Quiébois pensa que la petite bergère n'était pas loin. Enjambant les décombres avec précaution, il la chercha au milieu des ruines et l'aperçut enfin au bord de la table. Image plus grande, la pauvre petite, les yeux pleins de larmes, regardait l'abîme qu'elle avait devant les yeux et dont, à cause de l'obscurité, elle ne pouvait apercevoir le fond, qui était le parquet. Elle expliqua à Quiébois qu'elle ne pouvait plus vivre au milieu de ces coups de canon qui renversaient les villages, les églises, les moutons et les bergères, et qu'elle ne désirait rien tant que de s'enfuir. Le petit soldat lui répondit qu'il ne demandait pas mieux que de se sauver avec elle, il ajouta qu'il serait bien heureux de la guider dans cette entreprise pleine de dangers, si elle voulait bien, toutefois, le lui permettre. Comme il était déjà tombé du haut d'une table, il savait bien que les jouets de bois ne se font pas grand mal dans leur chute, mais il pensa aussi que ni la bergère ni lui ne pourraient, une fois qu'ils seraient en bas, ouvrir la porte ou la fenêtre et qu'alors ils seraient ramassés tous les deux, le lendemain matin,
pour aller rejoindre les autres jouets au fond de leur boîte. Ils décidèrent donc de se blottir derrière un tas de petits pois. Qui-est-Bois s'était rappelé que, tous les matins, on secouait le tapis de la table par la fenêtre. Il pensa que, s'il avait le bonheur de ne pas être vu au moment où on rangerait les jouets épars sur la table, ils couraient la chance d'être jetés ensemble dans le jardin, avec les petits pois, les mie de pain et autres détritus. Image plus grande, les événements se passèrent bien ainsi que les avait prévus le petit soldat. Mais, tandis que la bergère tombait au pied du mur de la maison, Qui-est-Bois fut jeté beaucoup plus loin. Il tomba d'abord sur un arbuste pour dégringoler ensuite dans un gros chou. Image plus grande, un peu étourdi par sa chute, il essayait de se remettre d'aplomb, mais, dans ce mouvement, il glissa malencontreusement entre deux feuilles et, malgré tous les efforts qu'il fit, il ne put se dégager de leur étreinte. Prise de peur en se voyant séparée de son compagnon, la petite bergère n'osait plus bouger. Tout ce grand monde inconnu qu'elle voyait autour d'elle l'effrayait plus encore que les coups de canon. Alors, de désespoir, elle se laissa rouler au bord d'une allée, espérant qu'on l'y retrouverait bientôt. En effet, quelques heures plus tard, Qui-est-Bois entendit les cris de joie de la petite fille, ravie d'avoir retrouvé son jouet. Il pensa tristement qu'il allait être éloigné pour toujours de la petite bergère rose et verte. Image plus grande, Qui-est-Bois passa de longues journées dans le chou. Il souffrit beaucoup, car, au fur et à mesure que le chou poussait, ses feuilles grossissaient de telle façon que Qui-est-Bois était de plus en plus serré entre elles. Il avait, de plus, à subir 2 fois par jour le supplice de l'arrosage, excellent pour les choux, mais très mauvais pour les soldats de bois. Dans la journée, de grosses mouches se promenaient sur sa figure et le chatouillaient désagréablement. Pendant la nuit, les limaces rampaient sur son corps et laissaient derrière elles des traînées de leur bave dégoûtante. Il pensait bien pourrir là, lorsqu'un jour le chou fut cueilli pour être mis dans la soupe. Qui-est-Bois glissa dans la marmite, y resta toute la journée et fut retrouvé, le soir, à table, dans la soupière. Image plus grande, mais dans quel état? Les brillantes couleurs de ses joues étaient ternies, son pantalon rouge était d'un rose sale, sa belle tunique, décolorée, était souillée de graisse, son shako noir était devenu gris, ses bras, son fusil, son sac et la confortable rondelle qui lui servait jadis de soulier, le tout, décollé, flottait sur le bouillon. La cuisinière fut appelée, on lui montra les horreurs qui nageaient là et on la chassa sur-le-champ en lui ordonnant de remporter la soupière. Aussi, dès qu'elle fut dans la cuisine, elle saisit, de rage, le corps de Qui-est-Bois, le jeta par terre, et, d'un vigoureux coup de pied, elle l'envoya, sous un meuble, rouler dans la poussière. Comme la bonne était aussi sale que la cuisinière, Qui-est-Bois resta de longs jours sous ce meuble. Mais, une fois par mois, la maîtresse de maison présidait elle-même au balayage. Ce jour-là, Qui-est-Bois reçut dans les reins un bon coup de balai qui l'envoya rebondir sur les marches d'un escalier. Au moment même, le petit garçon blond descendait de sa chambre. Au bruit que fit Qui-est-Bois, le petit garçon se précipita. Après un instant d'hésitation, il vit que cette chose informe était un de ses soldats et Qui-est-Bois fut remis dans sa boîte, avec les autres jouets, dans l'armoire habituelle. Image plus grande, lorsque le pauvre Qui-est-Bois fut de retour parmi ses camarades, il eut un moment de bonheur, mais sa joie fut de courte durée. Aucun des soldats ne voulut reconnaître, dans ce morceau de bois gras et sale, qui sentait encore le chou, leur ancien compagnon de gloire. Tout lui tournait le dos avec mépris et, comme il insistait pour reprendre sa place au milieu d'eux, le capitaine donna l'ordre à ses soldats de jeter Qui-est-Bois par-dessus le bord de la boîte. Image plus grande, les soldats obéirant et Qui-est-Bois tomba en plein dans la bergerie. À quelques rondelles de lui, la bergère verte et rose gardait toujours ses moutons.
En l'apercevant, Kiyebois poussa un cri de joie et se précipita vers elle. Il pleurait d'émotion en retrouvant sa chère petite pastoure qu'il croyait bien ne plus jamais revoir. Image plus grande, mais la bergère eut peur de cet homme sans bras, qui titubait sur son pied trop petit, et elle courut se réfugier auprès d'un grand berger bleu et gris qui était armé d'un solide gourdin. Comme elle criait de toutes ses forces, au fou, d'autres bergers accoururent avec des chiens et mirent en fuite Kiyebois, qui, après 1000 difficultés, réussit à se hisser jusqu'au sommet de l'église, où il put enfin échapper à leur colère. Image plus grande, toute l'eau dont il s'était imbibé pendant l'arrosage, tout le bouillon de chou dont il s'était imprégné dans la marmite et dans la soupière s'en allèrent durant cette nuit sous forme de larmes, car Kiyebois ne connut jamais de douleur plus amère. Devant l'église, bergers, arbres, maisons, chiens et moutons dansaient joyeusement pour célébrer les fiançailles de la petite bergère verte et rose et du grand berger gris et bleu. Image plus grande, lorsqu'il eut épuisé toutes ses larmes et qu'il ne fut plus qu'un petit morceau de bois sec et ratatiné, Kiyebois voulut s'éloigner pour toujours du lieu de son malheur. Entre l'extrême bord du rayon sur lequel il se trouvait et la porte de l'armoire, il existait un vide assez grand pour qu'il pût y passer. Kiyebois se rappelait avoir vu, sur la planchette inférieure, des livres et des plumiers. Il espérait qu'au milieu d'eux il pourrait peut-être vivre ignoré et se refaire une existence calme et paisible, comme celle d'un vieux savant. Image plus grande, il abandonna donc son refuge, s'approcha du bord du rayon et se laissa tomber au hasard. Mais son malheur voulut qu'il chût la tête la première dans un encrier qui n'avait justement pas été bouché. La jupe de sa tunique, trop large pour passer par l'ouverture du flacon, l'empêcha de couler jusqu'au fond, mais il resta là, les pieds en l'air et la tête dans l'encre, sans pouvoir se dégager. Image plus grande, il fut retrouvé le lendemain, dans cette position inattendue, par les enfants qui venaient chercher leurs jouets. En le voyant, ils s'accusèrent mutuellement de s'être joué ce mauvais tour et ils se disputèrent bien. Mais lorsqu'ils eurent retiré Kiyebois de l'encrier, ils rirent tellement en voyant sa pauvre tête noire, qu'ils ne restèrent pas fâchés plus longtemps et qu'ils coururent vers la chambre de leurs parents, voulant leur montrer ce personnage ridicule, espérant bien que tout le monde en rirait autant qu'eux. L'encre qui dégouttait de la tête de Kiyebois tacha le tapis de la salle à manger, l'escalier, le parquet de la chambre. Le héros démodé n'eut pas un succès de rire, mais d'horreur. Alors, arraché des mains qui le tenaient, il fut jeté dans le feu où il se consuma. Ses anciens camarades, le tambour, le capitaine, le porte-drapeau disparaîtront à leur tour, les bergers, les moutons, les bergères roses et vertes s'en iront aussi en fumée ou en poussière. Des jouets naissent, des jouets meurent, et leur histoire se ressemble beaucoup. Image plus grande, table page, le portrait de Kiyebois 5 premiers chagrins 7 le départ 9 un rêve 11 le magasin 14 les jouets humbles 16 les jouets riches 18 Kiyebois est vendu 25 une page d'histoire 27 nuit de Noël 32 Kiyebois est donné 37 première sortie 40 première victoire 43 souvenirs du passé 48 vie de garnison 51 projet de départ 54 l'évasion 57 Kiyebois revient sans gloire 59 une grande douleur 62 la fin de Kiyebois 65 images plus grandes imprimées par Berger Levrault Nancy. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book Histoire de Kiyebois soldat Astérisque Updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty.
Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed.
Of course, we hope that you will support the project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work,
or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commerciale licence. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.1
Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability,
costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
while we cannot do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Back, 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 back. Du même auteur table The Full Project Gutenberg licence.